Donc, le constat est simple, les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Alors, moins, on va voir que tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais on va d'abord le voir d'ailleurs sur cette différence entre les chiffres, et après ça, on verra les causes de cette injustice, en tout cas de mon point de vue. Donc, quel est le pourcentage d'écart entre les hommes et les femmes en matière de rémunération? Eh bien, selon les uns, c'est 5%, selon les autres, c'est 25%. Selon l'INSEE, c'est dans un chiffre intermédiaire 11%. Selon les féministes, c'est 25%. Alors évidemment, on ne parle pas forcément de la même chose parce qu'on met dans ces calculs à la fois les mi-temps et les plein-temps, sachant que les femmes font plus de mi-temps ou de temps partiel. Donc forcément, on arrive à des rémunérations annuelles qui sont quand même, ou mensuelles, qui sont inférieures. Et je me suis posé la question, cet écart est-il également observé pour les femmes jeunes diplômées? Parce qu'on s'aperçoit qu'elles gagnent 10% de plus que les hommes jeunes diplômés. La raison en est simple, c'est qu'elles sont plus studieuses, elles travaillent mieux, et du coup, elles sont mieux classées à la sortie des études, et donc les entreprises qui viennent les chercher les rémunèrent plus. Alors ça, on ne le dit jamais parce que ça énerve les féministes, mais il faut savoir effectivement que effectivement, les femmes jeunes diplômées gagnent 10% de plus que les hommes jeunes diplômés jusqu'à 28 ans. Alors, la raison pourrait en être parfaitement simple et logique, c'est que 28 ans, c'est l'âge pivot où la rémunération des hommes dépasse définitivement celle des femmes, et ça pourrait être l'âge de la première grossesse. Eh bien non, l'âge moyen de la première grossesse est de 35 ans. Et d'ailleurs, plus les femmes sont diplômées, plus elles repoussent l'âge de la première grossesse pour avoir le temps de bien lancer leur carrière. Donc, on voit que dans cette analyse, ce n'est pas la grossesse qui fait qu'à 28 ans, le salaire des femmes jeunes diplômées passe en dessous du salaire des hommes jeunes diplômés. Enfin, à 28 ans, ils ne sont plus complètement jeunes diplômés, mais ils l'ont été. Donc, revenons à nos trois causes. Pour trouver les raisons de cette injustice, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Alors, voilà. Il faut que je sois attentif. Il y a Sarah Stibling qui nous rejoint. Bienvenue, Sarah. Donc, j'étais en train d'expliquer que les femmes, selon les chiffres, gagnent entre 5 et 25% de moins que les hommes. Alors, pour trouver les raisons de cette injustice, il faut d'abord comprendre quelle est la spécificité de l'ambition féminine. Et pour comprendre cette spécificité, tiens, je vois que mon PowerPoint n'avance plus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Et pour comprendre cette spécificité, penchons-nous sur la psychologie féminine. Alors, je vois tout de suite les critiques, c'est que je vais vous dire des choses qui sont globalement vraies. Et pour citer un penseur français, ce qui est simple est toujours faux, et ce qui ne l'est pas n'est pas utilisable. Donc, le penseur, c'est Paul Valéry. Donc, effectivement, entre ce qui est trop simpliste et ce qui est trop compliqué, on va essayer d'être pédagogue et on va essayer quand même de faire simple. Alors, la cause numéro 1 que j'ai identifiée, qui pourrait expliquer que les femmes sont moins rémunérées que les hommes,
Eh bien, elle est illustrée par cette image. Vous voyez à gauche un tuyau d'arrosage qui arrose de manière très large et à droite, un tuyau d'arrosage qui arrose de manière très ciblée. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que les femmes sont unidimensionnelles et elles sont comme une panière de fruits. En tout cas, leur vie est comme une panière de fruits où toutes les dimensions de leur vie sont interreliées et sont dans le même espace. Les enfants, le travail, l'amour, les amis, le loisir, le développement personnel, et j'en passe. Le problème, c'est que cette promiscuité des fruits entre eux fait que s'il y en a un qui ne va plus, qui commence à pourrir, eh bien, il contamine les autres fruits. Et c'est la raison pour laquelle les femmes sont plus exigeantes et veillent à la qualité de toutes les dimensions de leur vie parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de possibilité pour elles d'accepter qu'une des dimensions de leur vie pourrisse ou phagocyte les autres dimensions de leur vie. Les hommes, eux, sont pluridimensionnels. Alors on pourrait dire, c'est parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas que les fruits se pourrissent entre eux, mais pas du tout. En fait, c'est naturel, c'est leur psychologie. Eh bien, ils ont l'habitude d'avoir un tiroir pour le travail, et quand le tiroir travail est ouvert, les autres tiroirs sont fermés. Donc, il y a un tiroir pour l'amour, qui n'est pas forcément d'ailleurs le même tiroir que la famille. Et il y a un tiroir pour les amis, pour les loisirs, pour les passions. Voilà. Et il y a autant de tiroirs que de dimensions. Donc, c'est un peu comme le Titanic avec ses cloisons étanches. Et donc, les hommes donnent la priorité à une ou deux dimensions de leur vie et négligent souvent le reste. Donc, puisque je vous parlais du Titanic, si l'ensemble des dimensions commence à avoir des problèmes, le bateau va sombrer. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de dimensions qui commencent à être problématiques. Donc, déjà, la différence essentielle que l'on voit entre les hommes et les femmes en termes d'ambition, c'est que les femmes veulent réussir leur vie, et là, le mot est important, c'est leur vie, et les hommes veulent réussir dans la vie. Et ça fait toute la différence, parce que justement, si les hommes veulent réussir dans la vie, ils vont concentrer leur énergie sur la dimension qu'ils veulent voir réussir. Donc, ils veulent réussir dans la vie selon l'échelle de valeur de la société, qui est souvent selon des critères quantitatifs, notamment financiers. Alors que les femmes qui veulent réussir leur vie, selon leur propre échelle de valeur, selon des critères plutôt qualitatifs que quantitatifs. D'ailleurs, les femmes sont aussi qualitatives dans leur vie sentimentale que quantitative, et les hommes font plutôt l'inverse, mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Du coup, l'énergie des hommes est concentrée sur une seule dimension de leur vie, leur réussite professionnelle. C'est pour ça que je vous montrais le tuyau d'arrosage dont le jet est concentré sur un point, alors que l'énergie des femmes est dispersée sur l'ensemble des dimensions de leur vie pour un équilibre général de leur vie. Donc, vous voyez bien qu'une énergie qui est dispersée est moins forte qu'une énergie qui est concentrée. Donc, forcément, l'énergie concentrée peut aller plus haut, plus vite, et une énergie dispersée cherche la qualité et ne cherche pas à aller plus haut et plus vite. La cause numéro 2, les femmes sont plus intègres. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'affirme ça? C'est que les femmes considèrent que les règles et les lois sont faites pour être respectées. Je vais vous en donner quelques exemples. L'exemple numéro 1, c'est qu'il y a quelques années, sachant que les femmes ont moins d'accidents, eh bien, une assurance auto avait proposé de faire payer les femmes moins cher. Évidemment, l'Europe y a trouvé à redire et a dit « c'est pas juste, c'est pas égalitaire, vous n'avez pas le droit de faire payer les femmes moins cher que les hommes ».
Mais vous voyez qu'à travers cet exemple-là, déjà, on voit que les femmes ont moins d'accidents. Pourquoi? Parce qu'elles respectent le code de la route, qu'elles prennent moins de risques. On y reviendra. L'exemple numéro 2, c'est que quand Ségolène Royal a constitué son équipe ministérielle, 100% des hommes ont négocié leur salaire. 0% des femmes ont négocié leur salaire. Donc déjà, vous voyez que dès le départ, on partait avec des différences de revenus. Mais pour aggraver la situation, aucun homme n'a émis un doute sur sa capacité personnelle à être à la hauteur de la mission que lui confiait Ségolène Royal. 50% des femmes ont émis un doute sur leur propre capacité à être à la hauteur. Donc on voit bien que l'intégrité des femmes fait qu'elles ne demandent jamais plus que ce qu'elles estiment devoir valoir, et que les hommes qui sont joueurs, ils demandent toujours 10, 20, 30, voire 50% de plus. De toute façon, la chance sourit aux audacieux. Et puis, l'exemple numéro 3, c'est que la population carcérale féminine, eh bien, c'est 5%, même pas, 3% de 3 à 5% de la population carcérale. Donc, il y a entre 95 et 98 et 97% de la population carcérale qui est masculine, donc qui a enfreint la loi et n'a pas respecté les règles et les lois. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette intégrité féminine trouve sa source dans l'influence de l'éducation? Est-ce qu'on a appris aux petites filles à respecter les règles et pas aux petits garçons? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Et pour donner un élément de réponse, regardons ce que nous dit l'index des femmes au sujet de l'intégrité. Eh bien, il y a une étude qui s'appelle l'étude de l'indice 2D, 4D. 2D, c'est le doigt numéro 2, c'est-à-dire l'index. 4D, c'est le doigt numéro 4, c'est-à-dire l'annulaire. Eh bien, une étude a voulu savoir pourquoi certaines personnes avaient des index plus longs et d'autres personnes avaient des annulaires plus longs. Et on s'est rendu compte que c'est fonction du taux d'œstrogène pour l'index ou de testostérone pour l'annulaire auquel a été confronté le fœtus lors de la grossesse. Et tout le monde le sait, la testostérone est une hormone masculine et les œstrogènes sont des hormones féminines. Donc, l'indice 2D4D se calcule en mesurant précisément la longueur de l'index et en la divisant par la longueur de l'annulaire. Donc, vous voyez que sur l'exemple qui vous est montré, on a l'impression que l'index est plus long que l'annulaire, mais en réalité, il est implanté plus haut. Et donc, en fait, ces deux doigts sont de la même longueur. Donc, il faut se méfier des illusions d'optique et ne pas regarder sa main simplement en disant « Tiens, au jugé, est-ce que mon index est plus long que l'annulaire ?» Il faut le mesurer précisément avec un double décimètre. Donc, on s'est aperçu que si cet indice qui est calculé en divisant la longueur de l'index par l'annulaire est supérieur à 1, ça veut dire que l'index est plus long et que le taux d'estrogène est plus fort. En revanche, si cet indice est inférieur à 1, le taux de testostérone est en dominance. Et donc, pour vous donner un exemple concret, Macron est à 0,95. Donc, on voit bien que son annulaire est plus long que son index. Alors, pour avoir des éléments de comparaison, statistiquement, l'index est plus long que l'annulaire chez 45% des femmes, ce qui est normal puisque ce sont les œstrogènes, et seulement 15% des hommes.
alors que l'annulaire est plus long que l'index chez 30% des hommes et presque 3 fois moins chez les femmes, 12%. Vous avez ici, par exemple, la main de Charles Aznavour, qui a un indice de 0,89, où on voit très clairement que son annulaire est plus long que son index. Il s'agit de la main droite. Je précise ça parce que si cet indice est calculé dans la main gauche, ça donne des indications sur la combativité quand je prépare l'action. Si c'est la main droite, c'est la combativité quand je passe à l'action. Donc, vos indices ne sont pas forcément identiques de la main droite à la main gauche. Donc, retenez simplement que, par opposition, si l'index est plus long, on aura un esprit plus conciliant. Si l'annulaire est plus long, plus de combativité. Si l'index est plus long, plus de prudence. Donc, un annulaire long donnera plus de goût du risque et d'agressivité, alors que l'index long se maîtrise mieux. Que l'index long donne un faible sens de l'orientation et que l'annulaire long donne un fort sens de l'orientation. Il semblerait que les hommes aient un peu plus le sens de l'orientation. Voilà, ce n'est pas un propos sexiste. Et puis, quand l'annulaire est long, les personnes sont portées à s'affranchir des règles, alors que l'index long, on les respecte. Donc, on s'est aperçu, par exemple, en Allemagne, que plus les personnes avaient des annulaires longs, plus ils perdaient de points sur leur permis. La cause numéro 3, et là on rentre vraiment de plein pied, si je puis dire, dans la biotypologie et dans l'étude des mains, c'est que les femmes qui ont des mains froides recherchent la sécurité. Il est évident que l'entreprise rémunère moins l'attrait pour la sécurité que l'attrait pour le risque. Et donc, sachant que 2/3 des hommes ont des mains chaudes, 66%, et que 2/3 des femmes ont des mains froides, 66%, on voit déjà que les hommes et les femmes, statistiquement, je ne parle pas de l'individualité, mais statistiquement, ne partent pas dans la vie avec les mêmes élans, les mêmes attraits et les mêmes ambitions. Alors, je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce qu'on entend par des mains froides? Ce sont des mains dont la température de surface dans la paume est comprise entre 25 degrés et 30 degrés. Par opposition, des mains chaudes, dans la paume, la température est comprise entre 30 et 35 degrés. Donc, vous voyez, 10 degrés d'écart, ça n'est pas du tout anodin. Les mains chaudes sont possédées par 90% des entrepreneurs et dirigeants, que ce soit des hommes ou des femmes. Donc on voit, ça ne veut pas dire que toute personne qui a des mains chaudes veut être entrepreneur, mais ça veut dire que 90% des entrepreneurs, hommes ou femmes, ont des mains chaudes. Ça semblerait donc être un atout pour entreprendre, de la même manière que mesurer 2 mètres ou 2,10 m semble être un atout pour être basketteur. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont grandes veulent absolument exercer ce métier et ce sport. Donc, la première conclusion que je tire de tout ça, c'est que les personnes aux mains chaudes ont besoin d'autonomie, qu'elles soient entrepreneurs, dirigeantes ou pas, et elles souhaitent qu'on rémunère le mérite et les résultats. Alors que les personnes aux mains froides ont besoin de sécurité et acceptent de troquer leur liberté contre un salaire sûr et pérenne. Donc, vous voyez déjà qu'on a un début de réponse sur le fait qu'il y a plus d'hommes qui sont prêts à prendre le risque d'être autonomes et se disent qu'on doit rémunérer cette autonomie. Alors, si on combine la chaleur et la moiteur des mains, on obtient 4 possibilités. Les mains chaudes et sèches, les mains chaudes et moites, c'est ce que vous voyez en haut, les mains froides et sèches, les mains froides et moites, c'est ce que vous voyez en bas. On va détailler
ce que ça a comme conséquence, les mains froides et sèches, vous l'avez retenu, préfèrent une forme de sécurité. Mais ce sont surtout des personnes qui préfèrent avoir une activité qui augmente leur savoir, qui n'oblige pas à diriger. Ce sont des personnes qui ne veulent ni diriger ni être dirigées. Et surtout, elles veulent donner du sens à leur vie. Donc, le fait d'être bien payé pour une activité qui n'a aucun sens ne les intéresse pas. Elles préfèrent être moins bien payées, mais avoir une activité qui a du sens. Et surtout, une activité qui leur apprend quelque chose. Donc, le savoir est une forme de plus-value sur le salaire. C'est encore plus vrai si les empreintes digitales sont en forme d'arche. Et vous voyez que la fréquence de cette empreinte-là, l'arche, est quand même faible puisque c'est seulement 5% des personnes dans le monde. En revanche, c'est une empreinte que possèdent 11% des femmes françaises contre seulement 7% des hommes français. Donc c'est en France une empreinte plus féminine que masculine. Et puis, vous l'avez compris, c'est une empreinte plus française que mondiale. Alors, cette empreinte-là va confirmer l'indépendance d'esprit, c'est-à-dire le besoin de se sentir libre. Et pour pouvoir bien vivre ce sentiment de liberté, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité, ce que confirment les mains froides. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui ont besoin de se sentir différentes, et le fait de faire partie de seulement 5% de la population va être encore plus un sujet de satisfaction. Ce sont des personnes qui aiment transmettre le savoir et qui ont un sens critique extrêmement développé. Les mains froides et moites, elles ont comme point commun avec les mains froides et sèches d'avoir besoin de sécurité, mais elles n'ont pas besoin de liberté et elles préfèrent une activité où on a des règles, où il y a un règlement intérieur, où il y a des règles à respecter. Elles ne veulent pas diriger, mais elles aiment qu'on les dirige et elles veulent surtout avoir la certitude de pouvoir gagner leur vie au moins jusqu'à la retraite et de ne pas avoir à se soucier de se vendre sur le marché de l'emploi. Donc généralement, le fonctionnariat intéresse beaucoup ce type de main et c'est encore plus vrai si elles possèdent des empreintes en forme d'ellipse. Alors je vous rassure, il n'y a que 10% des personnes qui possèdent cette empreinte-là, mais néanmoins, s'il n'y avait pas de main froide et moite et s'il n'y avait pas d'ellipse, il n'y aurait pas de service public, parce que pour accepter d'être rémunéré en fonction de l'ancienneté et non pas en fonction du mérite, eh bien, il faut avoir, comme on dit au Québec, ça prend des mains froides et moites, et il faut avoir plutôt des ellipses, parce que la routine devient un objectif. Alors maintenant, passons aux mains chaudes, et d'abord les mains chaudes et boîtes. Eh bien, vous l'avez compris, les hommes sont plus nombreux à avoir des mains chaudes, 2 fois plus que les femmes. Et puis, pour ceux qui ont des mains chaudes et moites, ils ont un peu la mentalité d'un enfant de 5 ans. Donc, pour eux, la vie, c'est d'abord de la passion, c'est d'abord du jeu. Donc, ils sont prêts à jouer le jeu d'un salaire au pourcentage de leurs efforts, de leurs mérites et de leurs résultats. Ils aiment bien avoir une activité où il y a de l'improvisation, où il y a du risque, où on peut développer des projets. Et quand ils se vendent en entretien de recrutement, ils ne vendent pas ce qu'ils ont fait avant, ils ne vendent pas leur CV, ils vendent leur enthousiasme. Et donc, plus ils ont une capacité à convaincre, plus cher ils vont obtenir comme salaire. Donc, ils souhaitent qu'on rémunère leur enthousiasme, leur disponibilité et leur capacité d'adaptation. Et c'est encore plus vrai si ces personnes-là possèdent des empreintes en forme de boucle. Alors, vous voyez que le pourcentage là est extrêmement élevé, puisque 60% des personnes dans le monde possèdent des boucles. Ça ne veut pas dire que toute personne qui a des boucles a forcément
des mains chaudes et moites, mais la plupart des personnes qui ont des mains chaudes et moites ont des boucles. Et si c'est le cas, ça renforce le refus de la routine, ça renforce l'adaptabilité dont j'ai parlé, et ça donne beaucoup plus d'indépendance d'action, contrairement aux arches et aux mains froides et sèches qui préfèrent l'indépendance d'esprit. Également, si ces mains chaudes et moites ont des doubles boucles, qui est beaucoup plus rare quand même, 10%, eh bien, ça va donner le plaisir de la perfection, ça va augmenter le goût du risque et ça va augmenter le comportement passionnel. Alors, pour finir, les mains chaudes et sèches, eh bien, ce sont des personnes qui, justement, en entretien de recrutement, vendent leur savoir-faire, le savoir-faire acquis, vendent leur crédibilité à travers des diplômes, surtout dans des professions réglementées, comme par exemple expert comptable, où on ne peut pas exercer cette activité si on n'a pas le diplôme. Et ce sont des personnes qui préfèrent une activité d'organisation, de pérennisation, de sécurité, voire de contrôle. Donc, ça peut être le contrôle qualité, le contrôle sécurité, la gestion, la finance. Et donc, ce sont des personnes qui sont très autonomes et qui veulent qu'on rémunère cette capacité d'autonomie, cette capacité à prendre en charge les problèmes, cette capacité à prendre en charge les autres. Et ce sont des personnes qui veulent qu'on rémunère leur constance et leur efficacité. Et c'est encore plus vrai si elles possèdent une empreinte en forme de spirale. Alors, si vous possédez cette empreinte-là, remerciez vos parents parce que ça vous donne de la niaque, ça vous donne un grand attrait pour la difficulté et vous considérez que si ce n'est pas difficile, ce n'est pas intéressant. Et ça renforce votre autonomie. Si on a des spirales, on a du mal à supporter de dépendre des autres. Alors, sachez que si seulement 15% des personnes dans le monde possèdent cette empreinte, 60% des entrepreneurs et dirigeants possèdent des spirales. Là aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la longueur de l'index et de l'annulaire, votre main droite n'est pas forcément symétrique par rapport à votre main gauche. Vous pouvez avoir des spirales dans la main gauche et des boucles dans la main droite ou l'inverse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'interprétation, mais vous comprenez qu'il ne faut pas regarder qu'un seul doigt. Il faut observer les empreintes sur les 10 doigts. Et donc, je pourrais dire, en résumé sur les empreintes digitales, que pour la police et la biométrie, un seul doigt suffit à vous identifier, à vous repérer. Mais pour la biotypologie, il faut les 10 doigts pour comprendre la complexité de votre tempérament. Et je précise bien de votre tempérament, car la biotypologie n'analyse pas votre caractère ni votre conscience. Donc, en résumé de ce que je viens de dire, les 3 causes, pour moi, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas 3 causes que j'ai identifiées comme pouvant expliquer que les femmes soient moins bien payées que les hommes, c'est leur côté unidimensionnel, c'est le fait qu'elles soient plus intègres et que 66% des femmes aient des mains froides, c'est-à-dire entre 25 et 35 degrés. Donc, ce qu'il faut retenir de la biotypologie dont je vous ai parlé, c'est que c'est une méthode que j'ai mis 40 ans à concevoir, conceptualiser, modéliser à partir de constats statistiques sur plus de 10 000 paires de mains en France et au Canada, puisque j'ai vécu 3 ans à Montréal, donc c'était aussi bien avec les mains de Céline Dion au Québec qu'avec les mains de Charles Aznavour en France. C'est une méthode universelle, donc que vous soyez sri-lankais, japonais ou norvégien, l'analyse est la même, l'efficacité est opérationnelle, quels que soient 6 critères de, je dirais, de différence,
l'âge, le sexe, l'ethnie, la culture, la formation et l'expérience. Donc, que vous ayez 5 ans ou 60 ans, l'analyse est strictement la même. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change strictement rien. Donc, évidemment, je milite pour qu'à empreinte égale, on vous rémunère de la même manière. Alors, quelles sont les applications? Eh bien, pour les particuliers, on peut dire que si l'âge ne dépend pas, si l'analyse ne dépend pas de l'âge pour analyser le tempérament, ben, ça peut permettre de cerner le potentiel de l'enfant pour aider les parents à l'éduquer en fonction de ce qu'il est et non pas en fonction de ce qu'ils voudraient qu'il soit. Après ça, on peut orienter les étudiants et on peut aussi faciliter la compréhension dans le couple. Et puis, par ailleurs, il m'arrive de faire des études familiales sur la transmission des empreintes digitales. Donc, on pourrait appeler ça la psychogénéalogie génétique, mais ce n'est pas une psychogénéalogie ascendante, comme elle est pratiquée habituellement, c'est une psychogénéalogie génétique descendante, c'est-à-dire on part des grands-parents et on regarde comment les empreintes se sont transmises aux parents, aux enfants, voire aux petits-enfants. Évidemment, il faut le faire pour les 10 doigts et pas seulement pour un seul doigt. Et puis, dans les entreprises, je suis amené à faciliter la compréhension dans les équipes, à valider des recrutements ou des mobilités internes et à comparer des profils d'associés ou de comités de direction. Pour vous donner un exemple, j'ai été amené à analyser les empreintes des mains des 2 fondateurs du groupe Accor. Ils ont tous les 2 des mains chaudes et sèches. Mais ce qui les différencie, c'est que Paul Dubrul possède des lignes fines dans la paume, fines et nombreuses, alors que Pélisson possède des lignes profondes et peu nombreuses. Eh bien ça fait toute la différence de leur comportement intellectuel. C'est que les personnes qui ont des lignes fines et nombreuses veulent comprendre le pourquoi, alors que les personnes qui ont des lignes profondes et peu nombreuses s'intéressent juste au quoi. Le pourquoi, c'est de la perte de temps. Les personnes qui ont des lignes fines cherchent la cause des problèmes, les personnes qui ont des lignes profondes veulent les régler. Donc, vous voyez la complémentarité de ces 2 fondateurs est parfaitement identifiée par leurs mains. Autre exemple, puisque j'ai analysé un comité de direction de Bouygues en Angleterre, Bouygues Télécom, eh bien, c'était dans ce comité de direction 8 personnes, 5 Français, 3 Anglais. Le directeur juridique est anglais, il possède des arches. Les personnes qui ont des arches aiment la solitude, ont besoin de solitude. Et donc, les Français pensaient que le directeur juridique les snobait parce qu'ils étaient français. Mais en réalité, il ne les snobait pas du tout, il avait juste besoin de solitude. Donc, qu'il soit avec des Anglais ou des Français, de toute façon, il a besoin de solitude. Donc, une fois qu'on a pu expliquer ça dans le comité de direction, le courant passait bien mieux. Donc, vous retrouverez toutes ces explications dans un de mes livres qui s'appelle « Tout dans les mains », que vous ne trouverez nulle part autrement que sur le site toutdanslesmains.com pour une raison